Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous voyez ce petit message, je sais que vous n'êtes pas encore membre souscripteur de la chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez pour cliquer sur les petits boutons ici pour devenir membre de la chaîne, hein? Et du coup, la supporter à une hauteur de 0,99 centimes par mois. Ça vous permettra d'accéder en avant-première aux vidéos sans pub. Hein, vous les verrez du coup à partir du dimanche, tandis que tout le monde voit ces vidéos publiques à partir du mercredi. Bien évidemment, hein, on partage, on commente, en like, ça bouge pas. Si vous voulez soutenir la chaîne différemment, aucun problème avec ça. Le super merci est là, le petit lien Philibert en dessous est là, si jamais vous avez envie de commander des jeux et de soutenir la chaîne en commandant des jeux par ce biais-là. Moi, je vous laisse avec la vidéo qui arrive. Bon visionnage. Hey, salut tout le monde! On se retrouve donc pour vidéo traitant de Sword and Sorceries. On va parler archétypes. On a fait déjà des vidéos qui présentaient un peu, qui présentaient carrément tous les personnages. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, les 14 personnages à disposition de Sword and Sorceries. Je compte mes 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sachant que sur ces 14, il n'y en a que 13 qui sont en français. Tristan est une édition Kickstarter, un KS. Voilà, donc j'ai récupéré. Je vais quand même en reparler. Et on va parler dans cette vidéo des tanks. On va parler des tanks, donc des personnes qui sont là pour encaisser les dégâts. On va parler également des personnes qui sont là pour apporter du soin à son équipe. On va parler des personnages qui sont plus là pour supporter les petits copains, de quelque façon que ce soit en ralentissant les ennemis, soit en les immobilisant, soit en allant fouiller dans les coffres ou dans les portes, bref. Et on va parler bien évidemment des personnages qui font du dégât, on appelle les DPS, hein, Damage Personnel, que ce soit au corps à corps, que ce soit à mi-distance, que ce soit à longue distance, magique, physique. Bref, on va essayer un peu de voir les archétypes et quels personnages on peut mettre dans telle ou telle case, sachant que ce n'est pas un classement, hein, c'est pas parce que je mets tel personnage avant tel autre qu'il est forcément meilleur dans ce rôle-là. En tout cas, c'est une vision que j'ai moi de ces différents personnages-là. C'est peut-être pas forcément une vérité absolue, mais moi, c'est une vision, voilà, quand je choisis, quand je joue à Sword and Sorcery, que je demande à une personne, voilà, quel rôle aimes-tu faire quand tu joues à un jeu de ce type-là? Mais moi, j'aime bien encaisser les dégâts. Ok, donc toi, tu es donc un personnage qu'on appelle le tank, et donc je vais t'orienter plutôt vers tel ou tel personnage plutôt qu'un autre que je sais, du coup, est en carton-pâte. Voilà. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est de vous présenter un petit peu on va dire, 4 principaux archétypes. Donc, le tank qui est là pour prendre des dégâts à la place des autres, le soigneur qui est là, en général, qui est derrière pour envoyer du soin à ses petits copains pour les soigner, le support qui est là, du coup, pour faire plein de choses différentes, ralentir un ennemi, ouvrir des portes, ouvrir des coffres, déclencher des événements en allant droit devant, et enfin, ceux qui sont là pour taper. Tous les personnages peuvent taper, mais il y en a qui le font plus ou moins bien, voilà. Il y en a qui le font beaucoup mieux que d'autres, il y en a qui le font beaucoup moins bien que d'autres. On va se concentrer sur ceux qui le font mieux, bien évidemment. Et ils peuvent attaquer au corps à corps, ils peuvent attaquer à distance, à mi-distance. Alors, mi-distance, c'est proche de soi, ta case ou la case d'à côté. Longue distance, on compte à 2 cases de distance, quoi, par exemple. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo après générique. Allez, c'est parti. Sword and Sorcery, un dungeon crawler qui est bien typé Heroic Fantasy, dungeon crawler assez exigeant, assez pointu au niveau des règles, plein de petits détails, mais finalement pas plus qu'un autre jeu qui nous permet de vivre des aventures narratives. Alors une narration c'est pas du roman, mais il y a une petite narration qui a le mérite d'exister et qui m'offre du coup un jeu vraiment qui joint une narration agréable, du gameplay agréable, des aventures agréables. Bref, on a un bon mix d'un peu tout, malgré effectivement des règles qui peuvent paraître un petit peu lourdes au premier abord, mais finalement pas plus qu'un autre jeu en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est comme tous les jeux, les règles, ça peut être un petit peu un obstacle au démarrage, mais une fois qu'on a fait 1 ou 2 parties, je pense que ça rentre dans l'ordre. Donc comme dit en introduction, on va parler des différents personnages, donc je vais vous les représenter rapidement ici. Donc tiens, on a des personnages qui sont cassés la margoulette. Donc là, nous avons Icarus et Auriel.
Nous avons, alors ceux de la boîte de base, Ekarus, Soriel, nous avons ici Laegon, Torgar, et enfin Shai. Et les différents autres personnages qui sont ici. Tristan, Tristan ici, donc celui-là qui est en anglais, Morrigan, Skeld, Krogan, Volcor, Victoria, Samiria, Onamor, et tout là-bas, Rild. On va commencer par parler des tanks. Alors les tanks, il y en a plusieurs. Je vais vous présenter 6 personnages qui peuvent effectivement jouer le rôle de tank. Déjà, le premier personnage, c'est Ekarus. Ekarus, clairement, c'est l'archétype du tank. Hein. L'archétype du tank, il a été conçu pour, de toute façon. Il fait partie de la boîte de base, avec sa grosse armure, son bouclier. Il peut s'équiper d'armure lourde, Ekarus. Il peut s'équiper d'un bouclier pour parer encore plus ses attaques. Il a quelques compétences qui lui permettent de compter pour... Tiens, l'épée est tordue encore une fois. Une compétence qui lui permet de compter pour 2 dans une zone. Il a une compétence qui lui permet d'attirer l'ennemi sur lui plutôt que sur un copain. Donc Ekarus, en rose blanche, chevalier de la rose blanche, vraiment un personnage orienté tank. Si ce n'est le tank par excellence. Alors, il est en bataille avec Tristan, qui offre, en plus de tanker, des choses intéressantes avec sa bannière. Mais je mettrai Ekarus vraiment là, au top du tank, pour moi, sur Sword and Sorcery. Deuxième personnage qui est capable de tanker, qui le fait plutôt bien, si on lui met après le bon équipement, mais nativement, il n'est pas répugnant, c'est Torgar. Et il est où mon Torgar? Torgar, le nain. Le nain qui a un clair, voilà, donc les deux côtés, que ce soit son côté chaotique ou son côté loyaliste, donc le clair ou le maître des runes, hein, les deux peuvent tanker. Alors encore une fois, là, sur sa figurine, il a bien évidemment un marteau à 2 mains, mais rien ne vous empêche de lui mettre une masse à 1 main et un bouclier. Et il a suffisamment de points de vie, il peut porter des armures lourdes pour jouer le rôle de tank sans le moindre problème, que ce soit de son côté chaotique ou dans son côté loyaliste. Le troisième personnage qui est capable de tanker, qui le fait super bien, c'est Tristan. Donc là, on attaque des personnages qui ne sont pas dans la boîte de base. Hein. Tristan, qui est ici, le porte-bannière, en fait, hein, qui commence directement, lui, sur sa feuille d'équipement, avec déjà une armure sur lui, ce qui n'est pas le cas des autres personnages, mais ça, c'est une spécificité liée à la seconde boîte de jeu, pas les âmes immortelles, mais les chroniques anciennes Chronicles, qui est une autre boîte de base, pas encore traduite en français au moment de cette vidéo. Nous sommes en avril 2024, elle n'est pas encore traduite, mais tous les personnages ont a priori des petites armures déjà mis sur leur plateau de jeu. Donc Tristan, lui, avec sa bannière et son petit bouclier, il a de quoi tanker par excellence. Il a des capacités qui lui permettent de compter pour plus de 1 dans les zones. Il peut encaisser, sa bannière lui permet également de... Enfin, c'est par sa bannière, pardon, voilà, que ça lui permet de dominer les zones automatiquement, même si les ennemis sont présents. Donc, il apporte une option de tank qui est vraiment, vraiment intéressante. Un autre personnage de tank que j'aime plus ou moins, c'est Samiria. Alors, Samiria, bon... ceux qui suivent la chaîne le savent, Samiria, je suis vraiment pas fan du personnage, j'ai vraiment du mal avec elle. Et ça, depuis le début, j'ai essayé, j'ai fait plein de parties avec elle. Mais j'ai vraiment du mal, je cherche sa fiche de personnage, elle est où, Samiria? Elle est pas là, elle est où? Elle est voilà. Là, voilà. Samiria, donc son côté chaman, hein, lui permet de tanker. Pourquoi? Alors, le côté chaman, c'est son côté chaotique, c'est celui-ci. En fait, parce que dès qu'elle a des totems, un gameplay qui se base sur des totems, elle peut gagner à partir de totems un bouclier magique. Et si elle a 3 totems, à chaque phase de préparation, elle gagne 2 boucliers magiques. Et ça, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'elle peut du coup les stacker, les amasser, et en avoir plusieurs. Le problème, c'est que c'est très dur à mettre en place. D'avoir 1, 2, 3 totems, tu les as pas à tous les niveaux quand tu montes, et il faut se concentrer sur les totems, et je trouve les totems excessivement compliqués à jouer, et pas forcément très très optimisés. Donc je suis pas forcément... Voilà, elle peut tanker par là, c'est un personnage de type foi, donc il peut porter des armures lourdes, elle peut porter une masse, un bouclier qui lui offre
du tanking. Elle a également un totem qui permet quand elle met un totem qui permet de se soigner, il faut soigner les personnes qui sont dans sa zone, donc c'est relativement intéressant, ça lui apporte finalement de la résistance aux dégâts, mais d'une autre façon que d'encaisser les dégâts, c'est qu'elle se soigne automatiquement à chaque début de phase. C'est intéressant, mais j'ai quand même du mal avec ce personnage en termes de tanking. Autre personnage que j'aime bien utiliser et que je sors rarement, mais qui est très sympathique à utiliser en tant que tank, c'est Victoria en mode capitaine. Victoria en mode capitaine, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, lorsqu'on tue un ennemi, on soigne une blessure. Donc, en tant que tank, elle est forcément, c'est son côté loyaliste, le capitaine. En tant que tank, elle est, alors je regarde, c'est celle où il y a le chapeau blanc, voilà, celle-là. En tant que tank, tu es souvent devant la mêlée, c'est pas toi qui vas forcément les tuer, mais arriver à tuer un ennemi, un petit diablotin ou n'importe quoi, ça te permet de soigner d'un point de vie. Si jamais tu arrives à choper une arme qui tape en plus en zone et que tu tues plusieurs ennemis, tu vas te soigner de manière vraiment intéressante, parce qu'à chaque fois que tu gagnes un ennemi, tu tues un ennemi, tu te soignes de. Donc si tu en tues plusieurs, bah, tu te soignes d'autant. Donc c'est intéressant. Samiria en tant que capitaine, parce qu'elle a plus de type force, là-bas le S de la force en anglais, et elle peut du coup porter des armures lourdes bien évidemment, des boucliers, des armes intéressantes, qui sont relativement dédiées aux personnages de type force. Donc voilà, donc Samiria, pas du tout, Victoria, pardon, un personnage en tant que capitaine qui peut tout à fait être votre tank principal de votre partie. Elle n'est vraiment pas, à la traîne par rapport à Samiria. Bon, par rapport à Icarus et Tristan, bien évidemment, elle est en deçà, mais elle est pas inintéressante à jouer en tant que tank. Et enfin, j'irai Volcor en mode cœur de dragon, donc son mode loyaliste. Le mode cœur de dragon, son mode loyaliste qui est ici, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une capacité de pouvoir porter des armures lourdes. Enfin non, pas d'armures lourdes, mais en fait, pardon, c'est un personnage de type force, il ne peut pas porter d'armures lourdes, mais il a quelques capacités défensives pas inintéressantes qui lui rajoutent des boucliers en tant que cœur de dragon. En plus d'une capacité de soin qui est assez intéressante, du coup, qui lui permet de se soigner, de soigner les autres. Je verrai, on en parlera juste après pour la catégorie soins, mais qui lui permet d'avoir une résistance assez importante. En plus, c'est un dragon, ça claque quand même, un dragon dans la mêlée, c'est vraiment sympathique. Voilà pour les tanks. Alors j'en ai présenté 5. Je ne suis pas sûr que je fasse 5 personnages à chaque fois, mais ce sont les 5 qui me viennent en tête, là comme ça, quand je présente le jeu à des gens. En disant voilà, moi j'ai envie de jouer le tank, donc d'absorber les dégâts, de prendre les dégâts à la place des copains, et je lui présente généralement ces personnages-là, avec toujours une préférence, c'est quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu, pour Icarus ou pour Tristan. Même s'il a une mécanique avec sa bannière qui va être un petit peu compliquée, Icarus, une valeur sûre en tant que tank. On va passer maintenant aux soigneurs. Les soigneurs, eh bien, les soigneurs, c'est simple. Hein. Le premier soigneur que je vois, c'est notre ami Torgar. Notre ami Torgar, je cherche sa feuille de personnage. Où est passé mon petit nain? Le voilà. Que ce soit de son côté loyaliste ou de son côté chaotique. Hein. Les deux peuvent être efficaces parce qu'en fait, il a un sort de soin qui est un sort neutre. Donc, il peut récupérer les sorts de soins. C'est juste que son côté loyaliste peut faire des relances, parce que son côté chaotique pose des runes. Donc après, à voir comment vous orientez votre soigneur, soit en tant que soigneur vraiment défensif, soit en tant que soigneur offensif. Excusez-moi, je baille. Tiens, c'est pour toi, au fond, là-bas. Donc, Torgar, vraiment, le soigneur, celui qui soigne de manière de plus efficace, il est fait pour, c'est son rôle principal. Il est vraiment, pour moi, fait pour être soigneur, ce personnage-là. On va en voir d'autres qui peuvent jouer ce rôle-là. Nous retrouvons notre dragon. Nous retrouvons notre dragon Volcor qui est ici toujours en mode cœur de dragon, bien évidemment. Encore une fois, parce qu'il a son souffle revigorant de mémoire, je crois, qui va lui permettre de soigner à hauteur des nombres de charges qu'il a sur son personnage. Donc, il ne fait pas comme Torgar un soin fixe, il va soigner à hauteur du nombre de charges qu'il a sur lui. Il gagne une charge à chaque phase de préparation, mais c'est plafonné à son niveau. Hein, donc s'il est niveau 1, il ne peut avoir qu'une charge, s'il est niveau 2, il peut avoir 2 charges, s'il est niveau 3, 3 charges, et du coup il peut soigner X points de vie, et ce X est équivalent à son nombre de charges qu'il dépense. Voilà. Donc il peut faire des gros soins, comme il peut faire des soins très faibles, où il peut mitiger ses soins, c'est assez intéressant.
Donc voilà pour Volcor. Troisième soigneur qui peut être intéressant, Samiria, avec ses totems. Alors encore une fois, bon, pas fan, mais elle a un totem qui lui permet quand même de soigner vraiment régulièrement. Je cherche, voilà, Samiria, voilà. De soigner régulièrement grâce à un totem et d'apporter un peu de protection aussi. Donc c'est pas inintéressant de pouvoir jouer Samiria en chaman pour poser ses totems. Quitte à jouer totem, on met le chaman, on se met pas en mode druidesse, qui est plutôt là pour devenir un espèce de gros nounours. On est plutôt en mode chaman pour cet archétype-là. On a également, alors là on a deux personnages qui peuvent apporter du soin, mais on peut pas les définir comme étant les soigneurs officiels d'une équipe. Nous avons Laegon qui est là, qui dispose d'une carte qui lui permet de soigner d'un point de vie quelqu'un d'autre. C'est une carte qu'on obtient au niveau 3, donc c'est pas fou. Et après, on a Rild, Rild qu'on verra après en tant que barde. Alors Rild en tant que barde, le voilà, c'est celui-ci, voilà, qui lui permet de lancer, voilà, une compétence, de lancer un dé, et en fonction du résultat dé, il peut soigner un petit copain, mais il est dépendant du résultat du dé. S'il ne lance pas le symbole, s'il n'y a pas le symbole qui correspond au soin, ben, il ne soigne pas. Autant Laegon soigne forcément, autant lui ne soigne pas. Ça dépend du résultat du dé. Donc ce sont deux personnages qui peuvent apporter du soin, mais il ne faut pas compter sur eux pour être les soigneurs de leur équipe. Ce n'est pas leur rôle. Vraiment, le soigneur, c'est vraiment Torgar. Je mettrai Torgar Volcor, et après un Samiria et les deux autres qui arrivent derrière. Donc là, ce sont des soigneurs qui se soignent, qui soignent les autres, hein, bien évidemment. Après, il y a des personnages qui sont capables de se soigner tout seuls. Par exemple, nous avons Onamor qui est ici, qui est dans sa partie nécromancien, qui a un drain de vie. Oriel également peut avoir un drain de vie. Donc du coup, ils peuvent se débrouiller pour se soigner tout seuls. Volcor aussi a une régénération qui permet de récupérer de la vie. Krogan doit avoir également ça. Skeld, Berserker, je ne sais pas trop. Alors, si Skeld gagne des points de vie, il peut augmenter son potentiel de points de vie, mais il ne va pas permettre de soigner les copains. On est vraiment là dans le soin des petits copains. Et Torgar, Volcor, Samiria. Voilà le trio de soigneurs, sachant que Torgar est vraiment l'archétype du soigneur. Peut-être, mais j'ai envie de dire même que chaque partie devrait avoir Torgar en fait chaque équipe devrait avoir Torgar comme soigneur avec lui. Ça facilite grandement le jeu, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. On peut partir sur un soigneur un peu moins fort, mais donc un personnage qui fera peut-être d'autres choses à côté. Justement, il est temps de parler des supports. Alors un support, qu'est-ce que c'est? Un support, c'est un personnage qui a des capacités utilitaires, autres que le soin, autres que la bagarre, ou autre que le fait d'encasser les dégâts. Je prends par exemple Shae, que j'aime beaucoup. Shae qui a la possibilité, en tant que roublarde, donc c'est ça, voilà, en tant que roublarde, hop, elle a ses clés qui sont en surbrillance ici, qui va permettre du coup de d'aller ouvrir des portes, ouvrir des coffres de manière beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisée que les autres personnages. Cette capacité de désamorceur qu'il y a ici, elle pioche 2 cartes pièges au lieu d'une. Donc, du coup, il y a des cartes pièges qui disent « aucun piège ne s'est déclenché ». Donc c'est intéressant de pouvoir tirer 2 cartes pièges, éventuellement prendre celle qui dit « pas de piège déclenché » ou de choisir la moins pire en fonction de la situation, quand on ouvre une porte ou un coffre. C'est très intéressant. Grâce à sa dissimulation, elle peut avancer ni vu ni connu dans le donjon et aller déclencher un événement qui nous facilite la vie pour plus tard. Je pense par exemple au prologue. Hein, Shae invisible, elle peut tracer pour aller jusqu'au déclencher l'événement 1 qui ramène le jour au niveau du scénario et faire en sorte qu'on n'a plus le petit malus de -1. Mais il y a également dans le scénario, la quête 2 un moment où c'est peut-être intéressant de la faire avancer devant en mode invisible pour déclencher un piège, par exemple. Nous avons Rild. Alors Rild, là, lui, par contre, là, il est pleinement dans son rôle de soutien en tant que barde. Les deux côtés peuvent soutenir, hein, que ce soit le barde, donc c'est plus le barde qui peut soutenir, mais le maître lame avec l'élu, et il donne l'élu, ça lui permet d'avoir un petit bonus en fonction de la phase de la croix qu'il choisit. Rild va permettre de soutenir ses copains avec quand il va lancer les dés, il va pouvoir donner de l'attaque, de la défense, du soin. Bref, un espèce de couteau suisse très intéressant à jouer, Rild. Très intéressant. Pas évident, mais très intéressant.
Nous avons Victoria également en tant que pirate, c'est pas capitaine mais l'autre côté en tant que pirate, qui va elle, donc hop, pirate de ce côté-là, qui va du coup pouvoir, lorsque le tueur ennemi elle gagne 5 pièces d'or, donc avoir plus de sous pour le groupe, mais également si Shay n'est pas là pour aller ouvrir les coffres, Victoria en tant que pirate peut tout à fait prendre ce rôle-là et aller ouvrir les coffres à la place de Shay. Elle en a quelques capacités qui lui permettent de faciliter et d'améliorer ce genre d'action. Donc pourquoi pas prendre Victoria en tant que support, c'est assez intéressant. Un support aussi dont on n'a pas encore parlé, c'est Auriel. Auriel en tant qu'ensorceleuse, qu'est-ce qu'elle peut faire? En fait, l'ensorceleuse, c'est une sorte de mage de glace qui va nous permettre de mettre du blizzard, qui va nous permettre de mettre des malus sur les différents personnages. Victoria a ce genre de capacité. Samaria aussi a ses capacités, les fameux lueurs dansantes qui vont enlever une touche et un d'armure à un ennemi. Même Onamor doit l'avoir aussi. Il y a là Onamor. Ça ne peut pas se cumuler d'un personnage à l'autre. Mais voilà, je pense à Auriel parce qu'Auriel, elle a une mage de glace, du blizzard, de la tempête, bref, plein de choses qui peuvent être vraiment très intéressantes pour supporter l'équipe. Il faut voir également que un peu tous les personnages peuvent avoir du support en fonction de la situation, bien évidemment. Onamor peut avoir ses squelettes pour aller supporter les copains. Laegon peut envoyer son loup. Torgar peut poser des runes, donc des mines, qui offrent des bonus en fonction d'un résultat de dés, qui, du coup, si on fait un certain symbole sur un dé, ce symbole, qui d'habitude ne sert à rien, là peut devenir soit une touche en plus, soit une touche en moins, en fonction de si c'est l'ennemi qui attaque ou pas. Bref, voilà, tous les personnages peuvent avoir un aspect support. Mais, principalement, Shay vraiment pour aller chercher du coffre, c'est intéressant avec Victoria, Auriel pour un peu de contrôle de foule, Rild pour un petit peu couteau suisse, et tous les autres personnages ont un petit panel de support. Donc en fait, tu peux prendre un rôle principal et avoir un rôle secondaire. Quand si tu prends Icarus en tant que tank, tu auras également un peu de support parce qu'il te donne un coup de bouclier qui va éloigner quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans les détails des compétences, bien évidemment, ça serait trop long. Mais tout le monde peut être un petit peu support, quoi. Allez, maintenant il est temps de parler quand même de ceux qui font du dégâts. Et ça, c'est très intéressant. Les dégâts au corps à corps, déjà, on va parler corps à corps. Alors bon, effectivement, Icarus, en tant que chevalier de la Rose Noire. Alors Icarus, j'essaie de retrouver sa feuille de personnage. Icarus, en tant que chevalier de la Rose Noire, qui est très intéressant pour faire du dégât, parce qu'il a une capacité passive qui n'est pas là, qui n'est pas à prendre à la légère, qui est impitoyable. S'il y a au moins 2 ennemis de rang différents en jeu, toutes les attaques contre l'ennemi de rang le plus faible fait plus d'une touche. Alors comme ça, tu dis, ok, super, je vais taper contre le vert à plus d'une touche, même s'il y a un vert dans ma case. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si tu fais une attaque de zone et que tu vises le vert, tu as plus d'une touche. Et comme c'est une attaque de zone, le plus d'une touche va se répercuter sur les autres ennemis de la case. Et là, c'est vraiment intéressant. Donc Icarus, chevalier de la Rose Noire, très bon, très bon DPS, corps à corps. Nous avons également, Skeld, le berserker nain, qui est vraiment puissant. Il a une hache dans chaque main. Alors lui, que ce soit côté berserker ou côté cogneur, les deux côtés sont vraiment intéressants à jouer. Il y en a un qui a orienté une arme dans chaque main, l'autre qui a orienté arme à 2 mains. Il peut pas porter d'armure, donc il est vraiment là. Il peut porter que des armures légères, pardon. Donc il est vraiment là pour aller à la castagne. Et il le fait très bien. Si tu arrives à avoir la bonne hache, il peut la lancer et du coup après la récupérer. Donc du coup il devient à la fois corps à corps à mi-distance, dégâts à mi-distance et dégâts au corps à corps. Donc c'est vraiment un personnage très intéressant. En plus, il devient quand il est berserker, quand il a pas eu mettre ses points de vie, il fait plus 1 en attaque. Et quand il est en cogneur, ses attaques contre les ennemis rouges ou pourpres, violets, donc inflige critique. Bon, ça c'est un peu plus situationnel, mais à moitié ses points de vie en tant que berserker, plus une touche, c'est vraiment intéressant. Autre personnage qui est vraiment orienté corps à corps, dégâts corps à corps, c'est Krogan. Voici Krogan, que ce soit Seigneur de l'Effroi ou Barbare, 2 personnages de type force. Il ne peut pas porter d'armure lourde ni de bouclier en tant que Barbare, et en tant que Seigneur de l'Effroi, il ne peut pas porter d'intermédiaire
d'armure lourde ni de bouclier. Donc il est vraiment cantonné aux armures légères, on va dire, mais il porte une arme à deux mains, enfin tu lui fais porter une arme à deux mains, et il fait vraiment le café, il a des compétences prévues pour, et c'est vraiment un régal de jouer ce personnage-là. Il est très lent, par contre c'est un personnage un petit peu lent, mais il en impose, et il fait beaucoup de dégâts. C'est vraiment bien. Également, un personnage au corps à corps, nous avons Shae, mais pas du côté roublard cette fois-ci, mais du côté assassin, hein, avec ses doubles dagues. Shae double dague que voici, voilà. Donc, elle se dissimule, et puis après, elle inflige un coup avec une dague, puis un coup avec avec une autre dague. Donc, il suffit de l'équiper avec deux bonnes dagues, et elle a un potentiel de destruction qui est vraiment pas dégueulasse. Et Shae également, elle est un peu plus fragile que les deux autres, mais elle peut se dissimuler, ce qui compense cette fragilité. Donc, DPS, enfin dégâts au corps à corps, bien évidemment, Shae. On va parler maintenant des DPS, ce qu'on appelle mi-distance, et qui ne tapent pas à 5 cases, mais ils tapent à 1, voire 2 cases. Donc on a du coup, on retrouve Volcor, mais cette fois-ci en mode cœur de, pas cœur de dragon, mais flamme de dragon, donc le côté DPS de Volcor, donc il a beaucoup moins de points de vie, mais du coup, il dispose de plus d'outils pour faire des dégâts. Il peut cracher du feu, par exemple, hein, en fonction du nombre de charges qu'il a sur lui, et ça fait des touches automatiques, et ça c'est toujours bon de faire des touches automatiques sans lancer les dés. Et plus il balance de charge, plus son souffle est puissant. Donc ça c'est vraiment intéressant. En plus, il peut cibler au corps à corps, mais comme il est assez mobile, donc il peut du coup faire office de DPS, de dégâts mi-distance. Morrigan qui est vraiment l'archétype pour moi du personnage dégâts mi-distance, et qui est pour moi peut-être ce personnage le plus pété du jeu en termes de dégâts, avec son fouet qui tape à mi-distance. C'est assez incroyable. Je vous renvoie vers la vidéo où je la teste. C'est sûrement une des meilleures vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, peu importe le côté, du coup elle n'a pas de côté, elle est neutre en fait, mais elle est soit chasseuse de sorcières, soit chasseuse de démons. On choisit en fonction de ce qu'on va affronter dans l'aventure, soit des démons, soit des morts vivants. Là pour l'instant, les portails arcanes on affronte des démons, mais bon, c'est t'affrontes des morts vivants, t'as pas droit au petit bonus, peu importe, mais vraiment avec son fouet, dégâts à mi-distance, c'est assez incroyable de voir ça. Également, un personnage que j'aime beaucoup, c'est peut-être mon chouchou, c'est Onamor. Onamor, c'est un vrai couteau suisse en termes de dégâts, il a plein de possibilités. Onamor, il peut effectivement être un nécromancien, Onamor. Donc voilà, il peut être un nécromancien, donc avec son drain de vie, un sort qui tape assez fort, et à courte portée, il peut invoquer des squelettes, invoquer des tombes, faire exploser ces tombes. Ça c'est vraiment intéressant. Et côté magicien de feu, côté invocateur, il a deux sous-branches, on va dire que c'est assez rare en fait, c'est un personnage qui a du coup finalement trois archétypes. Hein. Il peut être vraiment nécromancien d'un côté, donc c'est squelette, et de l'autre côté, invocateur, donc soit il s'oriente vers des invocations, donc des éphrites, qui peuvent venir combattre à sa place, et lui reste derrière, soit devenir un magicien de feu, c'est s'orienter vraiment vers des boules de feu, vers des piliers de feu, des zones de feu, qui sont vraiment très intéressantes. Et enfin, on va parler maintenant des personnages qui font du dégât vraiment à distance. Donc nous avons Auriel qui est ici, mais en mode ensorceleuse, hein, qui envoie son mode enchanteresse, qui envoie vraiment devant du lourd avec un drain de vie, par exemple, des dégâts de feu. Ou en mode ensorceleuse aussi, elle a beaucoup moins d'options offensives que son pendant chaotique, mais elle fait quand même énormément de dégâts. Donc c'est vraiment un personnage intéressant pour faire des dégâts DPS, magie. Ça c'est vraiment sympa. Et on a bien évidemment Laegon, avec son arc, en fonction de comment on peut l'utiliser. Alors Laegon il a la particularité soit d'être ambidextre avec une épée, donc il peut être avec deux épées, donc on peut le mettre dans la catégorie des DPS corps à corps. Effectivement, j'en avais pas parlé quand j'ai mis le DPS corps à corps, c'est pas Laegon, il est où Laegon? Il est là, voilà, il peut effectivement aller au corps à corps avec sa capacité en étant ranger. En étant archer, il tape à distance. Généralement, j'ai tendance à le prendre en tant qu'archer, parce qu'en tant que DPS distance, DPS corps à corps, pardon, il y a d'autres personnages qui font le taf. Et c'est vrai qu'en tant que archer à distance, c'est plus ou moins le seul. Donc voilà, arriver à lui mettre un bon arc, ça peut vraiment faire la game. Donc vous facilitez la partie, sachant qu'en plus, en tant qu'archer, il a une capacité qui lui permet de réaliser une attaque supplémentaire contre un autre ennemi. Donc il tire sur un ennemi, hop, il tire sur un autre ennemi. Si tu as un arc un peu sympathique,
tu as moyen de toucher un peu tout le monde. Et en plus, il a des capacités comme genre des pluies de flèches qui peuvent toucher en zone et appliquer critique. Il a une capacité qui applique une critique sur son arc, sur un tir qu'il fait, et pluie de flèches. Donc si tu combines les deux en même temps, eh bien, il va faire critique en zone. Enfin, c'est imparable, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, bien évidemment, ça, c'est une brève présentation des différentes capacités des différents personnages et de leur rôle qu'ils peuvent jouer au sein d'une équipe. Je vous renvoie vers les différentes vidéos qui traitent de ces personnages-là sur la chaîne. Hein. N'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, bien évidemment. Encore une fois, les personnages ne sont pas classés par ordre d'efficacité, peut-être par ordre de préférence pour ma part, mais clairement pas par ordre d'efficacité. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie de faire une vidéo où j'essaie de vous fournir l'équipe ultime un petit peu, ce qui est pour moi vraiment la meilleure équipe pour Sword and Sorcery, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Enfin, il y a plein de possibilités, il y a plein de combos différents à tester avec ce jeu. C'est ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir tester différentes compositions d'équipe et différents combos de personnages. Je sais qu'en tant qu'utilitaire, j'en ai pas parlé, mais Laygon peut être un très bon personnage utilitaire avec une seule compétence. Pourquoi? C'est une compétence qui lui permet de regarder ce qui va se passer dans la pioche de rencontre. S'il n'est pas engagé au combat, il peut prendre cette compétence va lui permettre de prendre une carte de la pioche de rencontre, de la lire, et si elle se peut de la mettre dessous, donc ou dessus. Ça va te permettre de voir quels ennemis vont s'activer et donc de t'adapter en fonction de cette carte-là laquelle tu auras pris connaissance. Et accessoirement, il peut du coup rester en tant qu'archer pour taper. Donc, chaque personnage peut avoir une double utilité, voire une triple utilité, en fonction des situations, bien évidemment. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a convaincu de jouer à Sword and Sorcery et vous a un peu orienté, en tout cas pour les nouveaux joueurs, vous a un peu orienté vers, moi j'ai envie de jouer tel type de personnage, vers qui je m'oriente, enfin, tout simplement, quoi. Donc voilà. Si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai énoncé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bien évidemment, hein, on est là pour débattre de tout ça, avec grand plaisir même. Moi, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.